suis attirée que par des hommes ou en couple ou déjà mariés. À chacun de leurs coups de cœur, c'est toujours le même problème. Semblait honnête et sincère. Je me suis laissée prendre par l'histoire. Le problème, c'est qu'il est déjà pris. Il m'a avoué quelques mois après qu'il était marié. Mais pourquoi sont-elles abonnées à ces relations compliquées? En fait, moi, j'ai fait le choix de ne vivre des histoires qu'avec des hommes mariés. Je crois que l'amour fonce un peu sans s'occuper de l'état civil. Je n'ai pas choisi les relations d'hommes mariés, ils sont venus à moi. Je me demande qu'est-ce que je dégage peut-être qui fait que je les attire aussi. Et pourtant, certaines ont fini par y trouver leur compte. Finalement, ce genre de relation a ses bons côtés puisqu'on a beaucoup de temps libre. Donc on se voit moins souvent et c'est encore plus beau. Merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. On dit souvent que l'amour ne se commande pas et qu'on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Les invités que je reçois aujourd'hui en savent quelque chose puisqu'elles ne sont attirées que par les hommes mariés. Si certaines subissent cette situation, pour d'autres, il s'agit d'un vrai choix de vie. Alors comment parviennent-elles à trouver leur compte dans ces histoires bien souvent complexes? Eh bien, elles vont nous dévoiler tous les secrets de ces relations. Et juste après, vous retrouverez David ainsi que Sandra qui nous donneront de leurs nouvelles dans l'histoire continue. Mais d'abord, ouvrons notre première partie, un bonheur à mi-temps. Et intéressons-nous au témoignage de Sandrine. Bonjour Sandrine. Vous êtes notre invitée à la croisée des chemins. Pour quelles raisons avez-vous contacté notre équipe? Parce que ça fait à peu près 2 ans que je suis attirée que par des hommes ou en couple ou déjà mariés. Ah bon, systématiquement? Oui. Il y en a eu plusieurs? Il y en a eu 1 marié et 2 en couple. Alors, on va remonter un peu dans le temps pour mieux comprendre. Vous avez connu plusieurs histoires, entre guillemets, classiques, avant de vivre, il y a quelques années, votre première relation avec un homme marié. Dans quelles circonstances avez-vous fait sa connaissance? C'était mon professeur et j'étais son élève. Qu'est-ce qui vous a séduite chez cet homme? C'était son humour, le son de sa voix, son regard, son charisme. Alors, de quelle manière vous y êtes prise pour attirer dans vos filets ce séduisant professeur? Un jour où j'étais triste en cours, il l'a remarqué. Il m'a demandé ce qui se passait, donc j'en ai profité pour lui dire que j'avais des sentiments pour quelqu'un et que je ne savais pas que si c'était réciproque ou pas. Et alors, comment a-t-il réagi? Au fil de la discussion, il a compris que c'était lui et il m'a invité à déjeuner avec lui quelques jours plus tard. Il portait une bague à son annulaire? Rien du tout, j'avais vérifié avant, il n'en avait pas. Bon. Et donc vous avez déjeuné ensemble? On a déjeuné ensemble et c'est là qu'il m'a dit qu'il était marié. Ah, il vous l'a dit quand même? Oui. Honnête. Ça vous a dissuadé, découragé? Sur le coup, ça m'a beaucoup déçue et ça m'a un peu fait l'effet d'une douche froide. Mais comme il restait ouvert à la rencontre, j'ai continué. Continué à quoi? Il était ouvert à la rencontre, donc on a fait connaissance, on s'est vus en dehors des cours. Et plus? Avec affinité? C'est venu plus tard. Ah bon. Combien de temps après? Quelques semaines après. Vous étiez très amoureuse? Oui. Comment vous viviez cette histoire? Les premiers mois, ça allait très très bien. Je ne me rendais absolument pas compte de la présence de sa femme dans sa vie parce qu'il m'avait expliqué que c'était fini entre eux. Donc je ne me sentais pas du tout coupable et très à l'aise. Ouais. Vous le voyiez quand vous le souhaitiez? Quand il pouvait. C'est-à-dire? Par rapport à son travail, par rapport à sa famille. Mais suffisamment pour profiter de la relation? Oui. Même le soir? Le soir, il parvenait à se libérer parfois si sa femme partait en voyage, passer du temps ensemble. Vous passiez des nuits avec lui? C'est arrivé. Et puis, qu'est-ce qui a commencé à vous peser au quotidien? Il m'avait expliqué que pour quitter sa femme, il lui fallait gagner beaucoup d'argent. Et au fil des mois, on s'est un peu éloignés l'un de l'autre. On se voyait plus beaucoup, on se parlait plus beaucoup.
Et quelques mois après, on a fini par se séparer. Pour quelle raison vous vous êtes éloignés? Parce qu'il partait en voyage, il ne me prévenait pas, il était injoignable. S'il m'appelait, c'était 1 minute par jour, si j'avais de la chance. Donc vous avez souffert de cette situation. Oui. Donc vous avez fini par prendre la décision de le quitter? Oui. Ça n'a pas été trop dur? Ça a été dur avant de le faire. Et une fois que c'était fait, je me suis plus sentie libérée qu'autre chose, en fait. Ça m'a fait mal, mais je me sentais plus libérée. Donc vous ne vous êtes pas laissé submerger par le chagrin et très vite, vous êtes tombé sous le charme d'un autre homme. Mais vous avez rapidement déchanté. Pourquoi? C'était un de mes professeurs de sport et il était très mignon. J'avais cru remarquer dans son regard que je pouvais peut-être lui plaire. Donc au bout de quelques semaines, j'ai fini par faire le premier pas. Et il m'a dit qu'il était en couple. Et donc c'était pas possible pour lui. Donc ça, on s'est arrêté là. Ok. Donc c'était pas vraiment un échec. Bah, c'était un homme de plus qui me plaisait, qui était en couple. Ça faisait 2 fois d'affilée, donc je commençais à me poser des questions quand même. Mais vous n'étiez pas au bout de vos peines, car quelques jours après cette nouvelle désillusion, vous êtes tombé dans les bras d'un autre homme, encore une fois pris. Oui. Vous ne le saviez pas avant? Non, on a commencé à discuter, on a échangé nos numéros de téléphone. C'était un professeur de quoi cette fois-ci? C'était pas un professeur. Je l'ai rencontré dans le même club de sport que le prof de sport, mais il n'était pas professeur. On a échangé nos numéros, on a beaucoup discuté au téléphone. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il était en couple. Ah, donc là vous vous êtes enfui? Non, 3e douche froide. Mais comme il était lui aussi ouvert à la rencontre... Vous avez quand même plongé dans l'histoire, oui. Au risque de souffrir une fois de plus. Oui. Ce qui s'est produit? Ce qui se passe en ce moment, ouais, parce qu'on est attachés l'un à l'autre et qu'il n'arrive pas à choisir entre sa copine et moi. Et on est tristes tous les deux au final. Donc quand même très attaché à sa copine s'il n'arrive pas à choisir. Très attaché à elle, mais pas suffisamment pour couper les ponts avec moi. Donc, Parce que vous lui demandez de couper les ponts s'il reste avec elle? De couper les ponts avec elle s'il reste avec moi. Mais dans la mesure où il reste avec elle, est-ce que vous envisagez de couper les ponts? En fait, il s'était donné un délai pour prendre sa décision. Et je me dis qu'à la fin de ce délai, s'il ne l'a toujours pas prise, il va falloir effectivement couper les ponts. Quelles questions précises vous posez-vous aujourd'hui? Mais je me demande ce qui a pu se passer dans mon parcours, peut-être, pour que je sois que attirée par des hommes en couple. Qu'est-ce que je dégage, peut-être, qui fait que je les attire aussi? Ouais. Et puis, où va ma vie amoureuse? Qu'est-ce qui vous pousse à choisir la complexité? Ouais. Alors, tout au long de cette émission, nos invités vous parleront de leur propre expérience et vous aideront probablement à y voir plus clair. Et puis, la présence de Frédéric aussi va pouvoir vous aider. Bonjour Frédéric. Bonjour. Une réaction à l'histoire de Sandrine? Je pense que dans cette répétition de rencontres avec des hommes mariés, il y a quelque chose de l'ordre d'une mise en échec. C'est-à-dire qu'il y a eu cette histoire avec ce professeur, à mon avis, dont vous étiez amoureuse. Et le fait que cette histoire se termine, la souffrance qui est liée à cette histoire n'a pas été vraiment cicatrisée. Et que du coup, vous êtes lancé à corps perdu dans une tentative de réparation par rapport à cette histoire, et pour enfin réussir à être celle qui est choisie voilà, dans la concurrence avec l'autre. Donc, c'est une manière d'essayer de guérir la blessure liée à cette histoire. C'est peut-être pas la meilleure manière, parce que le risque, c'est que vous entreteniez cette blessure et que vous entreteniez l'idée que vous n'êtes pas suffisamment, quelque part, aimable pour être celle qui est choisie. Alors, comment expliquer que certaines femmes se retrouvent malgré elles attirées uniquement par des hommes mariés? Alors, quand c'est quelque chose qui est vraiment subi, une rencontre, c'est jamais par hasard. Hein. Ce sont toujours deux inconscients qui se rencontrent. Et souvent, les femmes qui se retrouvent dans ces situations sont des femmes qui viennent rejouer quelque chose de l'ordre du schéma oedipien avec leur père et leur mère.
hein, le schéma oedipien non résolu. C'est-à-dire qu'elles ont eu du mal à trouver leur place dans ce schéma et elles rejouent cette histoire-là pour essayer de la réparer, mais souvent, ça consiste à se mettre en concurrence, effectivement, avec l'autre, la troisième personne qui est toujours présente, qui est toujours en toile de fond dans ces histoires. Donc, cette quête inconsciente d'être celle qui est choisie, c'est aussi une manière de se prouver qu'on a de la valeur, ou malheureusement qu'on n'en a pas. Donc c'est comme une confirmation que je n'ai pas suffisamment de valeur pour être celle qui a été choisie. Donc en général, ça concerne des femmes qui doutent d'elles-mêmes, qui ou ont manqué d'un regard aimant sur elles? Oui, ou qui ont eu le sentiment, il peut y avoir aussi un sentiment d'abandon ou un manque de regard du père qui n'a pas été suffisamment sécurisant en tous les cas pour leur permettre d'aller nouer des relations ailleurs qui soient en toute sécurité. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la réparation. Ça vous parle? Oui, le manque de regard du père peut-être. Bonjour Violette. Bonjour. Alors, Violette, nous allons aborder un autre aspect du thème qui nous réunit aujourd'hui, car vous avez décidé de mener une vie pour le moins particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? En fait, moi, j'ai fait le choix de ne vivre des histoires qu'avec des hommes mariés. Alors, pour comprendre comment vous en êtes venu à faire ce choix, on va remonter quelques années en arrière. À quel moment de votre vie avez-vous connu votre première relation avec un homme marié? Alors, j'avais à peu près une trentaine d'années. J'ai vécu en couple, en fait. J'ai eu un enfant. Et puis, on s'est séparés. Et là, en fait, je me suis retrouvée à me dire que je pourrais plaire à personne parce que chaque fois qu'on me voyait, c'était avec ma petite fille. Donc voilà, et que j'avais peu de choix en fait de retrouver l'amour. Et puis j'ai rencontré donc un homme qui s'est avéré très beau, qui me plaisait, qui était bien aimable, on va dire. Et puis je me suis laissée prendre par l'histoire. Et lui était marié? Il vivait en couple, oui, depuis plusieurs années. Donc, Et ça vous convenait? Mais ça me convenait parce qu'en fait, je pouvais vivre, moi, ma vie de maman. J'étais en fait assez indépendante et je n'avais que les beaux moments quoi, avec lui. Donc je ne retombais pas dans un schéma de couple formaté et qui ne m'allait plus. Est-ce qu'il y avait des points négatifs malgré tout? Des points négatifs, j'avais toujours quand même la crainte que sa femme le sache, puisque ce n'était pas le but du jeu. C'était pas, enfin, si je peux parler d'un jeu, ce n'était pas vraiment un jeu, mais en aucun cas, en fait, je ne voulais briser une famille. Donc voilà, c'était un peu... il y avait cette crainte quand même. Alors, malgré ce petit cas de conscience, vous avez décidé de foncer tête baissée dans cette nouvelle aventure. À quel point étiez-vous épanouie dans ce rôle de seconde femme? En fait, j'étais une princesse, donc c'était très bien puisque j'avais vraiment le beau rôle. Déjà, lui faisait toujours très attention à lui, donc il était toujours bien. Enfin, je le voyais jamais en tenue un peu relâchée. Et puis, moi, il me faisait vibrer puisque j'avais vraiment que les beaux moments. Donc, il me faisait des cadeaux, il se dépêchait de rentrer du travail pour me voir, il me consacrait vraiment du temps. Donc ça, c'est très agréable. Et vous arriviez à le voir fréquemment? Très souvent, oui. Très souvent. Passiez des nuits avec lui? Alors, en été, puisque voilà, il y avait la période des vacances qui le permettait, mais sinon, non. Mais assez souvent pour qu'il ne me manque pas, que je n'ai pas besoin de cette vie-là. Voilà. Qu'est-ce qui était le plus excitant dans cette relation? C'était aussi déjà l'interdit, enfin, ce qui n'est pas... Voilà. Et puis, je crois, oui, le fait d'être l'autre, celle pour qui on oublie un peu le reste de la vie, voilà, pour soi. Le fait d'avoir que des beaux moments, d'être... Mais quand on vit des bons moments comme ça, on n'a pas envie d'en vivre plus et de partager plus? Non, parce que moi, j'étais, en fait... j'en vivais déjà beaucoup, il me consacrait déjà beaucoup de temps, donc je me rendais compte des efforts qu'il faisait. Et puis, moi, j'avais ma vie professionnelle, ma vie de maman et ma vie là qui était bien, qui était comblée. Et quelques années plus tard, l'équilibre que vous aviez trouvé avec cet homme a subitement tourné court. Qui y a mis fin?
Sa femme, ce qu'elle a découvert. Donc forcément, étant donné que ce n'était pas ce que je recherchais déjà de casser son couple et sa famille, et puis je ne voulais pas qu'on m'envahisse. Or, j'avais peur que, voilà, S'il vous avait choisi? Voilà, il m'aurait un peu envahi, je pense. Donc Ça, vous êtes parti? Oui. Vous l'avez quitté? Oui, on s'est quittés, on va dire, d'un commun accord. Douloureusement? Ah, ça a été douloureux, puisque on est restés longtemps ensemble quand même, donc oui. Et puis vous avez retrouvé l'amour quelques mois plus tard, et contre toute attente, il s'agissait cette fois-ci d'un homme libre. Ça a fonctionné? Pas vraiment. J'ai vécu avec cet homme pendant une dizaine d'années. Donc j'ai voulu y croire, on va dire, mais c'était pas vraiment pour moi parce qu'il y avait quand même malgré tout une routine qui s'était installée et que j'aime pas la routine. Je préfère vibrer. Et alors ça a duré combien de temps? Ça a duré quand même 12 ans. Combien? 12 ans, donc oui, voilà, même. oui, j'ai eu un autre enfant, donc je me disais que j'allais pas non plus avoir plein d'enfants sans papa à la maison. Et voilà, mais c'était plus possible. C'était vivable pour personne, je pense. Donc vous êtes à nouveau partis? Oui. Vous êtes séparés? C'est séparé, oui. Comment vous envisagiez vos futures relations amoureuses après cet échec? Plus d'hommes libres. Voilà, parce que je voulais vraiment... Je voulais vraiment mon indépendance. En tout cas, qu'on ne m'envahisse pas, quoi. Et très vite, je me sens envahie. Donc, c'est pas banal, ça. Frédéric? En même temps, c'est bien parce que c'est un vrai choix. Oui. Il y a tellement de femmes qui subissent cette situation. Quand on vous écoute, effectivement, on se dit ça existe vraiment. Parce qu'on entend rarement ce genre de témoignage. On entend plus la souffrance qui est liée à être la femme de l'ombre. Et on voit que vous, c'est vraiment un choix assumé. C'est un choix, oui. Où il y a vraiment une sensibilité chez vous à l'envahissement. Et vous ne voulez surtout pas qu'un homme occupe votre territoire. Et cette solution-là ne vous fait vivre effectivement que les agréments de la relation. Et vous donne un statut particulier qui reste quand même en référence à la troisième personne, puisque vous avez le sentiment d'avoir ce statut privilégié de la maîtresse. Oui, tout à fait. C'est étonnant de ne pas du tout souffrir de cette situation. C'est un choix de vie, parce qu'il n'y a pas d'attente, vous n'attendez pas, vous n'êtes pas... Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas un moment où vous dites, oh là, il est dans ses bras, il est avec elle, il partage le même lit. Non, parce que moi je sais ce qu'il vit avec moi et que ça le fait... aussi vibrer, donc non, et au contraire, Et puis je pense que vous tirez une satisfaction aussi de ce côté transgressif. Oui, tout à fait, je crois. Bon, Carole, bonjour. Est-ce que vous vous retrouvez, Carole, dans le témoignage de Violette? Oui, tout à fait, je m'y retrouve, sauf que moi, je n'ai pas choisi les relations d'hommes mariés, ils sont venus à moi. Vous avez commencé à fréquenter des hommes mariés à l'âge de 20 ans. De quelle manière vous faisiez leur connaissance? Et en fait, c'est sur le milieu professionnel. J'avais l'avantage de travailler dans un hôtel. Et donc, j'avais une clientèle 90% masculine, les commerciaux qui tournent et qui descendaient dans mon hôtel. Donc, la chasse était un peu plus facile et plus ouverte. Et donc, ça me permettait d'être... C'est vous qui chassiez? Non, je ne chassais pas, mais ils venaient à moi. Ces hommes mariés venaient à moi. Donc, il n'y avait pas le problème de où ça pouvait se passer. Voilà, tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y avait un mode de fonctionnement propre à tous ces hommes? Oui, tout à fait, oui. Ces hommes-là, ils avaient une différence d'âge, parce que j'ai toujours été attirée par les hommes beaucoup plus matures que moi, de 20 à 30 ans. Ah oui, carrément, 20 à 30 ans. Une différence d'âge, oui, tout à fait. Comment vous fonctionnez? Comment vous fonctionniez? Comment vous procédiez? Comment je procédais? C'est eux qui procédaient, mais en fait, tout simplement au niveau de... Quand ils étaient en train de dîner au restaurant, ils mettaient leur clé sur le coin de la table, avec bien sûr que je vois leur numéro de chambre, pour me faire comprendre, écoutez, si vous voulez monter dans ma chambre, ce sera plus facile. Tout simplement. Bon. Qu'est-ce qui vous attirait chez ces hommes beaucoup plus âgés que vous? Ce qui m'attirait, c'était
L'expérience, parce que j'étais jeune, hein. J'avais quand même, je commençais juste, j'avais une vingtaine d'années, et donc je cherchais l'expérience, l'expérimentation de l'amour et de la rencontre avec des hommes. Et Mais l'amour, on parle d'amour dans ce genre de à cet âge-là, relation? à cet âge-là, on pense à l'amour, de l'âge, oui, la définition de l'âge de 20 ans. Mais vous On tombiez pense à amoureuse? rencontrer. Alors non, je ne suis pas tombée amoureuse. Oui, c'est pas vraiment de l'amour, c'est du À 20 du ans, on croit que sexe. c'est de l'amour. À 20 Ouais. ans, on peut croire que c'est de l'amour, mais c'est pas aujourd'hui celui que je connais. C'est pas du tout le même. Et après, bien sûr, il y a le sexe, bien sûr. La recherche, oui, la recherche sexuelle, l'expérience, expérimenter, oui, oui, tout à fait. Quel souvenir gardez-vous de votre première relation extra-conjugale? Eh bien, j'ai été quand même assez surprise, assez choquée, dans la mesure où cet homme-là m'a appris que quelques mois après qu'il était marié. Donc, Vous ne portez pas d'alliance? Non, ne portait pas, portait pas d'alliance. Je me semblais honnête et sincère. Et donc, il m'a avoué quelques mois après qu'il était marié. Quand il vous l'a avoué, vous étiez attachée à lui déjà? Non. Donc quand il vous l'a avoué, vous avez mis un terme à la relation? Non, c'est lui, quand il m'a avoué, il m'a dit je te remercie, Carole, mais en fait, je vais rester avec ma femme. Et je pense qu'il a pris conscience de beaucoup de choses. Et il a dit, je resterai avec ma femme. Donc après, oui, on s'est naturellement séparés, tout à fait. Alors vous avez enchaîné les conquêtes, mais à chaque fois le même scénario se reproduisait. Ils finissaient toujours par vous avouer qu'ils étaient mariés avant de prendre la fuite. Comment vous viviez de ces ruptures à répétition? Eh bien, je me posais des questions. Pourquoi Pourquoi ça se passe? Pourquoi toujours rencontrer des hommes mariés? A priori, s'ils avaient 20 à 30 ans de plus que vous, ils avaient quand même pas mal de chances d'être, de vivre en couple. Oui, tout à fait, oui. Et en fait, je me suis aperçue tout à fait, 20 ou 30 ans de différence, je me suis aperçue que bien sûr, avoir des hommes mariés, c'était pas évident. Vous rêviez à quel genre de vie, vous? Alors que moi, justement, j'étais, de par mes valeurs et mon éducation, j'étais plutôt dans le couple idéal, le papa, la maman, la fidélité, la sincérité. Voilà, fondamentalement, c'est ce qu'on m'a éduqué et donc je ne cherchais pas l'homme marié. Et puis vous avez fait une nouvelle rencontre. En quoi cet homme s'est-il tout de suite démarqué des autres? Oui, donc cet homme, de par son charisme, m'a touchée, tout simplement. Il est très, très courtisé, il m'a courtisé, il est très, très gentleman. On a été dans le restaurant, les bars, bien sûr, les bons côtés de la chose. Et puis, tout simplement, il m'a déposé au coin de la porte, ce qui était assez original. Et là, j'ai senti le respect, la courtoisie. Voilà. Ça a été différent. Bon. Et alors, vous vous êtes attachée à lui? Oui. Par contre, je me suis attachée bien sûr rapidement à lui, très amoureuse. Donc l'histoire s'est concrétisée. Tout à fait. Et puis une nouvelle fois, vous êtes tombée des nues. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris? Et là, il m'apprend qu'il est marié. Après une longue période, il m'apprend qu'il est marié. Et là, mais à force, vous ne leur demandiez pas rapidement, dès le premier soir, s'ils étaient mariés ou pas? J'aurais dû. Non. J'aurais dû demander le pédigré. Non. Bon, à ce moment-là, vous avez fait une demande que vous n'aviez jamais faite auparavant. Laquelle? Donc, je lui ai demandé de sa femme ou moi. L'ultimatum, la fin ou moi, pour me sentir dans une vie normale, homme et une femme. Alors, qui a-t-il choisi? Quel choix a-t-il fait face à cet ultimatum? Eh bien, c'est ce que vous nous direz tout à l'heure. Nous découvrirons aussi l'histoire d'Alexandra. Ce sera juste après ces quelques messages de la rédaction. A tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Après une séparation, vous avez décidé de laisser la garde de vos enfants à leur père. Pour suivre le nouvel homme de votre vie, vous avez tout quitté et laissé vos enfants à votre ex-compagnon. En pleine séparation, vous hésitez à laisser la garde de vos enfants à leur père, même si vous êtes persuadé que c'est la meilleure solution pour eux. Vous regrettez de ne pas avoir élevé vos enfants vous-même au profit de votre carrière ou d'une histoire d'amour. Aujourd'hui, vos relations avec eux en pâtissent. Après la séparation de vos parents, vous avez été élevé par votre père et vous avez souffert de l'absence de votre mère. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30
15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Il y a 5 ans, Sandra était sur le point de se séparer. La cause? L'infidélité. Pendant les grossesses? Oui. Mais avec son conjoint, il s'était accordé une seconde chance. Maintenant, l'occasion est venue. Alors je te demande, veux-tu m'épouser? J'attends ta réponse. Et je te fais plein de gros bisous. Je t'aime. 5 ans plus tard, où en sont Benoît et Sandra? Se sont-ils finalement mariés? La réponse tout à l'heure, dans l'Histoire continue. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Avec votre conjoint, vous vous disputez continuellement et pourtant, vous vous aimez passionnément. Vous êtes tous deux très jaloux et votre couple fait des étincelles. Vous ne supportez pas la passion de votre conjoint et vous êtes en confrontation permanente avec lui. Vous travaillez ensemble et vous vous disputez à longueur de journée. Vos parents se disputent quotidiennement et vous ne comprenez pas pourquoi ils restent ensemble. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. C'est la suite de notre émission. Les femmes que nous recevons aujourd'hui ne sont attirées que par les hommes mariés. Cette absence d'engagement convient parfaitement à certaines d'entre elles. D'autres ont souffert de la situation. Et on va ouvrir à présent la seconde partie de notre émission, une deuxième place pour la vie. Et nous allons faire la connaissance d'Alexandra. Bonjour. Bonsoir, Sophie. Vous aviez la vingtaine quand vous êtes devenue la maîtresse d'un homme marié. Est-ce que vous aviez déjà envisagé ce genre de relation auparavant ? Pas du tout. J'avais été mariée très jeune, dans une relation tout à fait classique. Et puis, à la suite de mon divorce, j'avais rencontré un homme célibataire. Puis, quand on s'est quittés, jamais je n'ai pensé du tout à avoir ce type de relation. Ça m'est juste tombé dessus. Alors, ça vous est tombé dessus sans que vous ayez eu le temps de crier gare. Comment vous viviez ce statut de femme de l'ombre ? Au départ, j'ai eu un petit peu de mal à l'accepter parce que cet homme ne s'était pas présenté comme étant marié. Donc, il a attendu que je sois amoureuse de lui pour m'indiquer qu'il y avait une épouse. Donc, évidemment, j'étais un peu stupéfaite. Et puis, finalement, bon, j'étais encore relativement jeune. J'ai pensé à m'amuser. Et puis, je n'étais pas choquée particulièrement par la situation. Voilà. Donc, ce rôle de maîtresse vous convenait plutôt pas mal. Voilà. Enfin, pas si mal. Voilà. Voilà. Et puis, sa femme a fini par vous démasquer. Un jour, elle a découvert un mot qu'il m'avait envoyé. Et elle l'a découvert et donc elle l'a mise au pied du mur. Elle lui a demandé de choisir entre moi et elle. Et à ce moment-là, il a, contre toute attente, évidemment moi je ne savais pas ce qui se passait, il lui a dit qu'il ne pouvait pas choisir. En tout cas qu'il ne pouvait pas se passer de moi. Donc elle a demandé qu'il se sépare. Et donc quelques mois après, ils se sont séparés et puis il m'a demandé de venir vivre avec lui. Et comment vous avez réagi ? Mais j'étais un peu embêtée parce que je ne pensais pas que c'était l'homme de ma vie. Mais en même temps, je pensais quand même avoir une petite responsabilité dans ce qui s'était passé. Je me sentais coupable et donc je ne me suis pas sentie le cœur à dire non. Et donc je suis allée vivre avec lui. Et ça s'est bien passé ? Ça s'est passé très moyennement. Au bout d'un certain nombre d'années, on s'est séparés parce qu'effectivement, on n'était pas forcément d'un tempérament très compatible, on va dire. Voilà. Et puis quelques années plus tard, vous avez fini par rencontrer le prince charmant. Ne me dites pas qu'il était marié. Oui, je crois que l'amour fonce un peu sans s'occuper de l'état civil. Quand j'ai rencontré cet homme, il m'a immédiatement... Enfin, ça a été le coup de foudre. Il n'avait pas d'alliance. J'avais remarqué, j'avais regardé quand même. Et puis je m'étais dit, ah. Et puis, bon, ben, quand on a commencé à parler et qu'il a vu que j'étais intéressée, etc., il m'a tout de suite indiqué qu'il était marié. Voilà. Qu'il était marié ? Oui. Et donc ça vous a dissuadé ? Non, ça ne m'a pas dissuadée. Je vous l'ai dit, j'ai eu un coup de foudre et je ne me voyais pas renoncer à une histoire possible. Quelle que soit sa durée. À l'époque, je me suis dit, bon, ça sera peut-être très très rapide,
ça m'intéresse pas trop comme relation, mais là, je ne pouvais pas passer. C'était quel genre d'homme? C'était un homme avec beaucoup de charisme, comme vous en avez parlé, très séduisant, un homme à femme, probablement. Vous dites ça avec un grand sourire? Oui, parce que c'était un séducteur, mais Bon, vous aviez plutôt bien vécu vos anciennes relations extra-conjugales, mais cette fois-ci, ça ne s'est pas vraiment déroulé comme vous l'aviez prévu. Qu'est-ce qui changeait des fois précédentes? Pour la première fois, j'ai ressenti de la jalousie. Mais c'était terrible. C'était vraiment, je pleurais le matin en me réveillant, je pleurais le soir en me couchant. Alors quand on était ensemble, c'était parfait, mais quand on n'était pas ensemble, je pensais à ce qu'il pouvait faire, qu'il n'était pas là. Enfin, je souffrais terriblement. Et ça, c'est une chose à laquelle on n'est pas du tout préparé. Et vous lui faisiez subir ces crises? Non, non, je ne lui en ai jamais parlé. Jamais. Je pensais que si je lui disais, si je lui montrais, il me quitterait. J'en suis certaine. C'est-à-dire que je pense que un homme n'a pas envie de vous faire souffrir, ça serait un échec pour lui finalement. Donc il partirait. Quels étaient les moments les plus difficiles à vivre? Le plus difficile pour moi, c'était lors des départs en vacances. Voilà, je l'imaginais partir dans des destinations magnifiques avec femmes et enfants, se rapprocher, etc., vivre des choses exceptionnelles, se fabriquer de nouveaux souvenirs, etc. Donc ça m'était très très difficile. Le quotidien, vous étiez moins pénible à envisager? Pendant un certain nombre de mois, voire même d'années, ça a été très très pénible. Donc j'ai fait un travail sur moi pour, comme je ne voulais absolument pas casser cette relation, j'ai fait un travail sur moi pour réussir à l'accepter et aujourd'hui je l'ai accepté. Aujourd'hui, ça fait des années maintenant que je ne pleure plus. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, Frédéric, à vivre lorsqu'on devient la maîtresse d'un homme marié? Ce qui se complique, c'est avec le temps. Parce qu'avec le temps, pour celles qui rêvent de vivre avec l'homme qu'elles aiment, c'est cette attente qui finit par être mortifère parce que c'est comme si on ne pouvait plus vraiment habiter son présent, qu'il y a l'espoir autour duquel tout va s'organiser, tout va se supporter et du coup ça m'empêche de construire mon présent et à vivre mon ici et maintenant. Et aussi la présence, comme vous le disiez très justement Alexandra, la présence de cette troisième personne qui, même si elle n'est pas, même si on ne la connaît pas, même si on la fantasme, on l'imagine et on imagine que l'autre vit des choses importantes avec elle, etc. Donc c'est vraiment ces trois choses, c'est cette attente, la troisième personne qui est toujours là dans ces relations, il y a toujours le triangle et l'espoir, hein, qui finit par être mortifère lui aussi. Alors, quelle solution vous avez trouvée pour apaiser votre peine? Alors, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit en m'expliquant à moi-même pourquoi ne pas être jalouse, que sa femme, finalement, vivait dans un mensonge, comment être jalouse d'une femme dont le mari a une serviette dans votre salle de bain, sa brosse à dents, sa glace préférée au congélateur, etc. Donc, quand je commençais à flancher, je relisais mes notes, ça m'aidait beaucoup. Et j'ai aussi compris qu'il était extrêmement important de se fabriquer une vie à soi, d'avoir une vie bien remplie et que finalement, ce genre de relation avait ses bons côtés puisqu'on peut faire, on a beaucoup de temps libre, on peut aller faire de la gym tard le soir, on peut s'occuper de ses enfants, on peut s'occuper de sa carrière. Et finalement, on a... Et s'occuper d'un autre homme peut-être? Éventuellement, si on en a envie, oui. Ce n'était pas votre cas? Non, ce n'est pas mon cas. Alors, vous avez décidé de mettre à profit votre expérience de maîtresse d'homme marié pour aider les femmes qui vivraient la même chose que vous. Et en 2011, vous avez sorti un livre intitulé « Le guide de survie de l'amoureuse illégitime ». Effectivement. Donc c'est un livre qui rassemble les 44 principes qui me semblent indispensables. Ah, il y en a 44. Il y en a 44, oui. Par exemple,
comme je vous l'ai dit, ne pas être jalouse, ne pas se sentir coupable, créer une vie bien à soi, rester discrète, c'est la première des règles. Enfin bon, il y a différentes choses. Et donc, j'ai pensé que puisque j'avais réussi à dompter ma peine, à dompter toute cette tristesse, ça pouvait aider d'autres femmes. Vous avez mis combien de temps pour y parvenir? Ça a mis 2 ans. Est-ce que vous êtes toujours aussi amoureuse de lui? Oui, de plus en plus. De plus en plus? Oui. C'est-à-dire que là, vous l'aimez profondément? Oui, je l'aimais profondément, je pense, dès le départ. Mais maintenant, bien évidemment, avec toutes ces années qui passent, on a plus de souvenirs, on a plus, plus de choses. Donc, la relation est toujours aussi intense entre vous? De plus en plus intense, oui. Et si un jour il quittait sa femme pour vous, comment vous réagiriez? J'en serais très heureuse et en même temps, j'ai un peu peur du quotidien. Je me demande comment ça se passerait parce que la personne que vous voyez quelques heures n'est pas la personne que vous voyez dans son pyjama tous les jours, rentrer du travail. Vous avez peur de la routine, mais si vous l'aimez totalement, vous seriez contente de l'avoir à vos côtés sans arrêt. Oui, mais peut-être que je n'aurais pas en face de moi la même personne. Vous voyez, les gens peuvent se comporter un peu différemment. Quand vous êtes quelque chose d'acquis ou quand vous êtes une conquête, c'est pas tout à fait peut-être le même comportement. Donc ça me fait un peu peur, mais en même temps, je pense que je gérerai. Alors Carole, vous, après plusieurs histoires avec des hommes mariés, vous êtes tombée amoureuse de l'un d'entre eux. Et vous lui avez demandé de faire un choix. C'était sa femme ou vous? Mais il a choisi qui? Moi, j'ai eu la chance parce que c'est moi. Ah bon? C'est moi qui l'a choisi, donc j'ai été bien sûr fière et heureuse que ce soit que je passe en premier. Donc vous avez vécu une belle romance avec cet homme jusqu'à ce que la vie vous sépare? Oui, j'ai rencontré l'amour, le grand amour comme on dit, l'homme de ma vie que j'ai perdu, qui est décédé d'un cancer rapidement. Je l'accompagnais sur son lit de mort, dans la maladie. Voilà. Et vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui... C'était il y a combien de temps? Ah là, ça fait bientôt 5 ans. Donc ça fait, on va dire, ça fait quelques temps seulement qu'on peut appeler ça se remettre. Hein. Enfin, je me sens aujourd'hui un petit peu mieux avec ça, même s'il m'accompagne au quotidien. Mais aujourd'hui, aujourd'hui j'ai un petit garçon. J'ai un petit garçon de 3 ans où je suis heureuse. Aujourd'hui. Que vous n'avez pas eu avec lui alors? Et non, je n'ai pas eu. Non. Alors même si vous n'avez pas retrouvé chaussures à votre pied, vous êtes aujourd'hui une femme et une mère donc épanouie. Vous avez d'ailleurs tiré beaucoup d'enseignements de vos relations passées au point d'en avoir fait votre métier. Voilà, c'est ce que nous allons découvrir en images. Coach de ma vie, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Angoulême, en Charente. Carole, 39 ans, a eu plusieurs histoires d'amour dans sa vie, mais toujours avec des hommes mariés et plus âgés qu'elle. L'une d'entre elles l'a particulièrement marquée. Ah oui, je me souviens, c'était les 80 ans de mamie. Ça fait pas longtemps qu'on était ensemble. Il avait 20 ans de plus qu'elle. Il a fini par quitter sa femme pour elle. Leur histoire d'amour a duré 5 ans. Quand je regarde les photos, c'est les meilleurs souvenirs de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Cet homme, c'était à la fois mon mari, mon compagnon, mon confident, mon ami et mon amant. Malheureusement, alors qu'elle pensait enfin être heureuse, l'homme de sa vie est décédé en 2008 des suites d'un cancer. Il me manque, mais j'ai mis quand même, vous savez, un deuil, c'est... Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de date, mais moi, ça fait à peine 6 mois que je commence à m'en sortir. Donc, au bout de plus de 4 ans, on commence seulement à voir le dessus de la situation. Il faut du temps. C'est l'amour de ma vie, donc forcément, c'est l'homme de ma vie. C'est presque toute ma vie. Avec cet homme, comme avec les autres, elle n'a pas eu d'enfant. Carole voulait profiter exclusivement de ses relations amoureuses. Aujourd'hui, Carole refuse que les femmes fassent les mêmes erreurs qu'elle. Pour cela, elle est devenue coach de vie.
Bonjour Eva. Bonjour Carole. Ses principales clientes, des femmes. Alors Eva, donc ton divorce. Bon, bah, ça y est. Ça y est. Ça a été prononcé le 23 septembre. On est d'accord Eva sur ton concept de deuil, de relation. Tu as fait des années avec un même homme dans le cas dans lequel tu as vécu. Il va te falloir bien sûr autant de temps pour pouvoir faire, comme tu dis, le deuil de la relation. C'est ça. Je suis devenue coach parce que j'ai décidé de passer d'abord passer à une autre vie. Et j'ai mis du temps à analyser ma vie par rapport à ce que j'ai vécu, mes expériences. J'ai compris beaucoup de choses, j'ai analysé. Voilà, ça fait aujourd'hui qui je suis et ce que j'ai envie de transmettre. Il y a 3 ans et demi, alors qu'elle n'y pensait absolument pas, Carole a fini par tomber enceinte. Salut, petit chou. Ça va? Oui. Ça te passe une bonne journée, petit chou? Oui. Cette fois-ci, elle a décidé de ne pas passer à côté du bonheur de la maternité. Je l'attrape par la queue, je la tape des messieurs, c'est mes cheveux disent. La compote à Monsieur le Président est avancée. Lenny m'apporte donc de la stabilité, de l'équilibre pour moi en tant que femme et mère. Et grâce à lui, j'avance au quotidien. Et ça, c'est une richesse extraordinaire. C'est une très grande richesse. Ah, les petits choux, j'espère qu'elle a ta maman. Comment vous réagissez à ces images? Je vous ai vu ému. Oui, toujours ému. Les souvenirs qui remontent de l'amour de sa vie, c'est toujours, aujourd'hui encore, douloureux. Mais ça fait qui je suis aujourd'hui. Je suis riche de tout ça. Vous croyez qu'on n'a qu'un amour de sa vie? Pardon? Vous croyez qu'on n'a qu'un amour de sa vie? Vous imaginez comment l'avenir sentimental? Différemment. Ce ne sera forcément différente. Mais oui, je ne peux pas vous affirmer qu'il n'y a qu'un seul amour, mais Qu'est-ce est-ce que que vous j'ai droit à un gardez? deuxième? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous gardez de toutes ces expériences sentimentales? Eh bien, la richesse, c'est de pouvoir justement de transmettre et d'aider les personnes sur dire, voilà, moi, par rapport à mon vécu, je peux expliquer voilà, ce qui s'est passé pour moi et conseiller au mieux une personne qui connaît la même chose. Et vous savez pourquoi vous avez toujours été attirée par des hommes beaucoup plus âgés que vous? Oui, oui, tout à fait. Oui, j'ai compris et analysé la chose. Donc, c'est l'absence d'un père au foyer, un papa qui a toujours manqué à sa fille. Tout à fait. Donc, suite à ça, on recherche l'homme âgé, mûr. Toujours aujourd'hui? Oui, 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 oui. Aujourd'hui, je suis qu'un homme, oui, beaucoup plus âgé que moi, toujours. Et je pense que ça sera toujours. Violette, vous aviez connu plusieurs histoires dites classiques et vous ne supportiez plus la routine qu'impliquait une vie de couple au quotidien. Vous avez alors décidé que désormais, les hommes que vous rencontreriez devraient obligatoirement porter un anneau au doigt. Alors ça, c'est pas banal comme choix quand même. Hein. Combien d'histoires avez-vous connues avec des hommes en couple? Alors j'en ai eu 4 belles. Voilà. 4... qui ont duré et où j'étais vraiment épanouie. Voilà. Ces relations vous apportaient beaucoup? Elles m'apportaient beaucoup. Elles me faisaient aussi par moments quand même un peu souffrir. Je veux dire, je ne vais pas être... c'était pas quand même que le grand bonheur. Qu'est-ce qui vous faisait souffrir? Par exemple, les vacances, les choses comme ça, on en revient toujours un petit peu aux mêmes choses. C'est des souvenirs qu'on n'a pas avec la personne. Donc, vous avez lu le livre? Non, mais je vais le lire. Non, par contre, c'est vrai que moi, je tourne ça différemment. Je n'ai pas écrit de livre, mais je fais venir les vacances à la maison. C'est-à-dire que voilà, je pousse tous les meubles dans le jardin et je fais une tente berbère dans le salon et on se fait nos souvenirs de vacances. Voilà. Ah bon? Oui. Vous changez de décor à chaque fois? Pas à chaque fois quand même, hein, parce que sinon... mais voilà, c'est vrai que ça m'est arrivé pour les histoires qui étaient très fortes. J'aimais bien, en fait, faire des décors qui changent un peu du quotidien, de notre quotidien, en tout cas. Ça devait leur plaire? Ah bah oui, plutôt. Qu'est-ce que vous avez l'impression de leur donner, vous, en retour? Je crois que je suis la petite bulle d'oxygène aussi, que du coup, ça les rend plus souriants peut-être chez eux, du fait qu'ils ont... Ben oui, aussi, parce vous que... êtes super altruiste, alors?
Vous pensez à ce qu'ils soient mieux chez eux? Enfin, c'est pas ma raison première, hein, quand même. Et de se vivre juste que comme la bulle d'oxygène, c'est pas... C'est bien parce que j'ai que les bons côtés. En même temps, j'ai ma vie à moi. Je suis une maman. Voilà, il n'y a personne qui interfère. Et puis, oui, puis non, ça me plaît bien d'avoir que le positif et de donner que le positif de moi, parce que c'est pareil, je suis comme tout le monde. Hein, alors pourquoi ça ne dure jamais vraiment longtemps, ces histoires? Parce qu'à chaque fois, en fait, ils se font déborder par leurs sentiments et que j'ai toujours leur femme, à un moment donné, sur ma route. Oui, c'est-à-dire qu'elle finit par découvrir l'histoire. Elle finit par découvrir parce que c'est trop important. Ça devient trop important, je pense, pour eux. Pour moi aussi, mais moi, je suis toute seule à la maison. Donc, si j'ai envie de crier, voilà, que je suis heureuse ou que je suis malheureuse, je peux. Mais eux, ils arrivent toujours à se faire attraper. Alors, vous vivez aujourd'hui une nouvelle histoire depuis quelques mois et vous pensez avoir trouvé l'équilibre parfait. Il est marié, forcément. Alors, il est bien sûr marié. Et j'ai rajouté de la distance puisqu'il est à l'étranger. Donc, on se voit moins souvent, mais plus longtemps. Et c'est encore plus beau, je dirais, voilà. C'est-à-dire que quand vous vous voyez, peut-être que vous voyez nuit et jour à ce moment-là. Voilà. Nuit et jour, et on vit vraiment des choses... En fait, on rassemble en peu de temps ce qu'on pourrait vivre en mais il n'y a pas un déni de la réalité, quand même, dans ce genre d'histoire? Ah, si, tout à fait. À chaque fois, c'est des bulles, quoi. Ah, je vis dans une bulle. Oui. Ça, je reconnais. Mais ça me va bien, alors peut-être que ça m'ira plus après, je ne sais pas. Mais ça fait plusieurs années. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric? Je pense vivre dans des bulles. L'essentiel, c'est qu'elle soit claire avec elle-même et qu'elle le vive au mieux, ce qui a l'air d'être le cas. Donc après, il n'y a pas de jugement à apporter là-dessus, c'est le choix que vous faites. Alors, et puis... Justement, vous parlez de jugement, quel est le regard que portent les entourages et vos entourages sur ces histoires-là? Ça ne doit pas être forcément bien vécu. Alors, vous n'avez pas forcément le beau rôle. Non, je suppose que ça dérange beaucoup. Maintenant, je ne discute pas non plus beaucoup de ça avec tout le monde. Ma famille, on est tous très tolérants, donc je veux dire, et les enfants s'initie pas. Alors, j'ai un garçon et une fille. Ma fille, qui est ma première enfant, en fait, est beaucoup plus... Elle tolère, on va dire, voilà. Elle a quel âge? Elle a 26 ans. Et elle arrive à se construire, elle, sentimentalement, avec ce schéma-là? C'est compliqué. C'est compliqué. Mais en même temps, dès le départ, elle n'a pas eu une histoire simple. Donc, voilà, je pense que c'est compliqué pour plein de raisons, quoi, dans sa vie. J'y suis aussi pour quelque chose. Pardon. Vous disiez qu'à partir du moment où on est en accord avec soi-même... Oui, ça ne veut pas dire que c'est une solution idéale. Et en l'occurrence, effectivement, ça montre à l'enfant un schéma de couple un peu atypique et qui n'est pas forcément facile à suivre, ou en tous les cas, qui n'est pas forcément un modèle. Parce que ça suppose quand même quelques... traits de caractère très particuliers. Il faut être très autonome, très indépendante. Très autonome et puis à vouloir vraiment compartimenter votre vie. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où vous, être envahi, c'est vraiment quelque chose de compliqué, donc probablement par rapport à votre histoire, ce qui fait que vous avez compartimenté, et là encore plus, en choisissant quelqu'un qui est à l'étranger, qui ne vit pas sur le territoire, vous limitez encore plus les risques d'être envahi. Oui. Donc peut-être avec le temps, cette situation ne vous conviendra pas forcément. L'idée de vieillir avec quelqu'un va pouvoir aussi vous tenter. C'est sûr. Et que du coup, vivre dans des bulles dans cette situation, ça risque d'être plus compliqué. Je suis consciente en tout cas que peut-être dans quelques années, quand j'aurai plus d'enfants à la maison, c'est quelque chose qui m'ira pas, qui m'ira plus, mais pour l'instant... Bon, écoutez, on vous souhaite de savourer tous ces moments, s'ils sont intenses. Est-ce que vous avez avancé, Sandrine? En tout cas, c'est compliqué parce que vous n'avez pas du tout le profil d'une femme qui... s'accommode de cette situation, hein. Manifestement vous en souffrez et pourtant vous êtes attirée par... je ne sais pas si vous êtes attirée par des hommes mariés en fait, vous ne les avez pas choisis. Non.
parce qu'ils J'ai étaient toujours mariés. appris après. Voilà, il y a quelque chose, à mon avis, à réparer par rapport à cette première histoire avec un homme marié et aussi à se dire, je continue d'y aller. Qu'est-ce qui fait que je continue d'y aller alors que je sais qu'il est marié? Donc ça, c'est plus par rapport à votre histoire personnelle, votre manque de regard d'un homme d'expérience, d'un homme mûr qui peut être assimilé au père. Et donc peut-être d'aller revenir à vous-même et de vous interroger sur ces choix-là et de voir pourquoi vous y allez quand même alors que ça ne vous convient pas. La clé est peut-être là. Alors la clé, c'est de vous aimer, vous, de vous donner de l'amour. Alors là, bon courage, Frédéric, comment elle fait? On arrive toujours là. Donnez-vous de l'amour à vous-même. Oui, mais comment? Oui, mais se donner de l'amour, c'est comprendre sa propre histoire. C'est aller comprendre qu'est-ce qui m'a manqué, de quoi j'ai souffert, et aujourd'hui de se donner ça. Mais pour ça, il faut revenir à soi, il faut comprendre ces choix-là. Donc, au stade où elle en est là, est-ce qu'elle doit jouer l'ultimatum? Est-ce qu'elle doit prendre un peu de recul, l'observer de loin et se recentrer un peu sur elle? Je pense qu'il faut qu'elle se recentre sur elle. Voilà. Ça, c'est évident. Vous êtes prête à ça? J'aimerais plutôt qu'il prenne sa décision et après, soit me recentrer sur moi si son choix ne se porte pas sur moi, soit nous centrer sur nous. Et plutôt essayer de vous recentrer sur vous avant qu'il ne prenne sa décision, peut-être pour savoir exactement où vous en êtes aujourd'hui. Oui. Et puis voir quelle blessure, quelle trace a laissé l'histoire avec ce professeur, la première histoire avec cet homme marié. J'ai pas l'impression d'en souffrir tant que ça, en fait, maintenant. Oui, mais vous vous êtes lancé à corps perdu tout de suite dans d'autres histoires. Vous n'avez pas pris le temps de comprendre ce qui s'était passé. Donc du coup, les relations qui suivent, soit ce sont des relations de répétition, soit des relations où vous voulez réparer quelque chose qui a été blessé dans cette relation-là. Donc peut-être prendre le temps de se poser et dire qu'est-ce qui s'est passé pour moi. Le coup de l'ultimatum, c'est bien. Alors dans votre cas, ça a marché, tant mieux. Mais est-ce que c'est bien d'exiger une décision? C'est lui qui a choisi tout seul de se mettre à l'ultimatum, c'est pas moi qui... C'est différent. D'accord. Moi, je pense qu'au-delà d'un ultimatum, dans ce genre de situation, c'est de dire j'ai besoin que tu prennes une décision. Donc moi, je me fixe une échéance au-delà de laquelle ce sera plus supportable pour moi et au-delà de laquelle, moi, je romprai la relation. C'est se donner une échéance à soi. Pas tellement un ultimatum à l'autre, mais de dire moi, je me fixe cette limite-là. Et ça, c'est aussi une manière de s'aimer un peu. Absolument. Oui, et de se prendre en compte et de se respecter et de ne pas rester dans cette attente qui est effectivement à terme mortifère parce que l'attente, elle peut toujours être repoussée. Donc qu'est-ce que vous faites en dehors de l'attendre? J'essaye de vivre ma vie, plus ou moins. Vous travaillez? Je cherche un emploi. Vous sortez? Pas beaucoup. Ah oui. Vous voyez d'autres personnes? C'est ça. Pas beaucoup. Bon, on va vous laisser réfléchir à tout ça, on va laisser tout ça infuser et puis vous nous donnerez de vos nouvelles. J'espère que vos idées vont s'éclaircir. Merci d'être venu nous voir. Merci à toutes pour ces témoignages. Nos invités d'aujourd'hui reviendront peut-être nous rendre visite sur notre autre plateau dans l'Histoire continue. C'est un moment privilégié où nos invités nous font partager les événements qui ont marqué leur vie depuis leur passage dans notre émission. David et Sandra, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, ont l'un et l'autre connu des changements importants dans leur existence. Ils viennent nous en parler à cœur ouvert. Je vous propose tout de suite de prendre de leurs nouvelles. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer avec vous, Sandra. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu une première fois le 17 janvier 2008 dans une émission intitulée « Ils s'aiment, leur bébé vient de naître, ils se séparent ». Qu'est-ce que vous étiez venu nous raconter à l'époque ? Alors j'étais venue vous raconter mon histoire. J'étais avec mon conjoint enceinte et j'ai appris qu'il me trompait. Donc, ne pouvant pas accepter la situation, j'ai décidé de me séparer de lui. Comment vous aviez découvert en fait qu'il était infidèle ? En fait, j'ai découvert bêtement, c'est il rentrait du travail, il a été sous la douche, son téléphone a sonné. Un grand classique. Voilà. Et donc, je me suis permise de regarder dans le téléphone parce qu'on ne se cachait absolument rien. Je me suis dit, c'est peut-être pour son travail, c'est peut-être important. Et j'ai découvert un charmant petit SMS
en disant en gros qu'elle avait passé une très bonne soirée, qu'elle l'aimait très fort et qu'elle lui faisait des gros bisous. Il était d'accord, lui, pour ce bébé? C'était une décision partagée d'avoir un enfant? Ah oui, il était ravi, on en a toujours parlé et c'était vraiment que du bonheur d'avoir un enfant. Ça, oui. Mais 6 mois après la naissance de votre premier enfant, Benoît, votre compagnon, a tout fait pour vous reconquérir et recomposer la famille. Oui. Comment s'y est-il pris? Par plein de petites attentions, des fleurs, des déclarations d'amour, des poèmes. Il arrivait toujours à faire en sorte de me faire montrer son amour et de vouloir reconstruire quelque chose. Est-ce que vous avez succombé? Ah bah oui. Hein. Dit-elle avec un grand sourire. Bah oui, c'est quand même le père de mon enfant, donc ça joue aussi. Mais oui, j'ai succombé totalement. Alors, votre couple a alors pris un nouveau départ. Peu de temps après, vous vous êtes retrouvée à nouveau enceinte de votre deuxième enfant. Comment a-t-il réagi, là, cette fois-ci, à l'annonce de cet enfant? Alors, au deuxième enfant, il a très très mal réagi, car il n'en voulait absolument pas. Donc, et alors ah bah, moi, vu sa réaction, j'ai dit, c'est pas possible de continuer une histoire s'il rejette notre deuxième enfant. Donc, il est parti? Il est parti, oui. Voilà. Est-ce que vous aviez définitivement tiré un trait sur votre histoire? Après que j'ai accouché de mon deuxième enfant, on a décidé de se redonner une chance en famille et d'y croire, quoi, d'essayer du moins pour les enfants et pour nous aussi. Alors, vous étiez d'ailleurs revenu le 15 février 2008 sur le thème « Donner une deuxième chance à notre couple ». Benoît, vous avez réservé une magnifique surprise. Ouais. Laquelle? Il m'avait demandé en mariage. J'étais absolument pas au courant et il m'a demandé sur le plateau en mariage. Et vous avez répondu? Bah oui. Alors, le 15 février 2008, après 2 bébés et 2 séparations, Benoît vous demandait donc en mariage devant nos yeux ébahis. Et après avoir traversé plusieurs crises, votre couple s'était enfin retrouvé. Plus de 5 ans après votre dernier passage sur notre plateau, votre couple a-t-il enfin réussi à trouver la voie de la sérénité? La réponse tout de suite en images. J'avais des soupçons et des détails qui font croire qu'il y avait quelque chose. Il y a 5 ans, Sandra était venue sur notre plateau pour nous parler de sa rupture avec son conjoint, Benoît. La cause? Infidélité. Infidélité. Premier enfant, deuxième enfant. Pendant les grossesses? Oui. Et vous l'avez appris dans quelles circonstances précises? Par un texto. Il était censé être au travail. Enfin, c'était une collègue de travail en même temps. Donc ils avaient bien travaillé, merci beaucoup pour la soirée. Ils avaient bien travaillé, voilà. J'ai dit, bah écoute, t'as reçu un message. Donc il l'a lu, et j'avais pas dit que je l'avais lu, forcément. Et ça se voit hein, quand on ouvre un texto. Hein. Oui, mais on peut le remettre aussi sans que ça se voit. Ah, ça je sais pas, on peut faire ça? Oui, on renvoie. Se sentant trahie, Sandra avait par 2 fois mis fin à leur relation. Mais quelques mois plus tard, Sandra avait accordé une seconde chance à Benoît. Ce jour-là, il l'avait accompagné sur notre plateau, lui réservant même une surprise. C'est vous qui avez voulu enregistrer ce message de peur de bafouiller. Maintenant, l'occasion est venue. Alors je te demande, veux-tu m'épouser? J'attends ta réponse. Et je te fais plein de gros bisous. Je t'aime. Je vais dire oui. C'est dans les Yvelines, à Marly-le-Roi, que nous retrouvons Sandra, Benoît et leurs enfants Mathéo et Mathis. Hey, Titi! Et si toute cette famille semble à nouveau réunie, ce n'est pas ce que vous croyez. Allez, nounou! Finalement, Benoît et Sandra ne se sont pas mariés. Ils se sont même définitivement séparés. Et depuis 1 an, Benoît a refait sa vie et vit en couple avec Audrey. Vous éclatez? Sandra, ça va? Et toi? Trop fatiguée? Non, ça va. C'est ensemble qu'ils aiment se retrouver pour soutenir Mathéo pendant ses matchs de foot. Et s'ils s'entendent visiblement très bien, leur situation familiale hors du commun fait régulièrement débat. Il y en a beaucoup, moi, qui ne me comprennent pas quand j'explique en fait, que tu t'entends très bien avec Audrey. Ah oui, parce que les gens, ils peuvent pas comprendre qu'en étant séparés, on puisse pas se déchirer et qu'on puisse pas aimer la nouvelle compagne. Tu sais, je vais te dire quelque chose, il n'y a pas que les gens. Il y a aussi la famille, tout ça, l'entourage, tu vois, qui ont du mal à comprendre tout ça. Beaucoup de gens sont étonnés de la situation, mais après, ils comprennent que pour les enfants, c'est du bonheur
Ils n'avaient rien demandé à la base et il vaut mieux que ça se passe comme ça plutôt qu'on se déchire. Bah, j'espère que les gens ils vont comprendre qu'entre nous tout va bien, avec Audrey ça se passe super bien et qu'on vit comme ça et qu'on vit heureux comme ça tous ensemble. Au-delà d'une simple entente, Sandra et Audrey ont appris à se connaître et sont même devenues très complices. Bonjour. Elles apprécient passer du temps ensemble. Je regarde un petit haut. C'est sympa ça. Ouais, c'est sympa, ouais. C'est classe, c'est simple mais sympa. Pour l'anniversaire de Mathis, t'as prévu quoi? Je pense que je vais faire un petit anniversaire surprise, tu vois. Ouais, tous ensemble, ça serait sympa. Et si Audrey a trouvé sa place, c'est grâce à Sandra qui lui a accordé sa confiance pour l'éducation des enfants. C'est quand même une chance que les enfants y t'aient, en gros, parce que vous entendez très très bien. Ouais. Et j'espère vraiment que ça va continuer avec Benoît et avec les enfants et notre complicité aussi, toutes les deux. L'une et l'autre, en fait, on se complète. Moi, j'ai mes activités, tu as les activités avec eux qui sont différentes et qu'il n'y en a pas une qui prend sur l'autre, dès qu'il y a un problème, on s'appelle. Voilà. Et ça aussi, ça y joue beaucoup. Hein. Bah écoute, on va trinquer à notre première année de rencontre. Ouais, pratiquement. À notre belle rencontre et pourvu que ça dure. Hein. Chez elle, seule, en compagnie de ses deux enfants, Sandra a pour l'instant retrouvé un équilibre. Les garçons, vous voulez goûter? Je pensais à une petite crème, ça vous dit? Ouais, bien sûr. Mathis, tu ouvres le sachet? T'es sûr? Oui. Aujourd'hui, je vis seule avec mes deux enfants et je suis très épanouie dans ma vie. Ça me convient absolument, c'est par choix. Hein. Et j'ai ma vie professionnelle, j'ai ma vie de maman et j'ai ma vie de femme et c'est tout à fait ce que j'ai choisi. Et ça vous plaît d'avoir une maison chez maman et une maison chez papa? Bah oui. En plus, vous entendez bien. Ouais. C'est mieux, hein? Ouais. Et si maman, un jour, elle trouve un amoureux? Non. Non? Pourquoi? Non, parce que c'est pas bien, les mecs. C'est pas bien, les mecs? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi la demande en mariage? Vous avez l'air heureuse qu'il vous demande en mariage. Ah oui, j'étais heureuse, on était très heureux ensemble. Mais... Et puis quoi? Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en vivant ensemble, avec la routine et tout, on s'entendait plus en tant que couple, mais en tant que complice, confident, ami. En fait, moi, je me suis rendu compte, et ça vient surtout de moi, hein, que c'était plus mon ami et le père de mes enfants, que je l'aimais en tant que père des enfants, mais pas de conjoint. Et peut-être que vous ne parveniez plus à lui faire confiance aussi, après ces infidélités. Je pense que il y a un truc qui était cassé, quoi. Une fois, ça a été cassé. J'ai essayé de redonner ma confiance, mais je pense pas que c'est marché. Après, on a essayé, donc voilà. Il a été infidèle à nouveau? Du tout. Pas du tout. Il était fidèle là. Donc non. On est tombé d'accord pour pas continuer, d'éviter qu'on se déchire. Et là, vous n'êtes pas du tout jalouse de sa compagne? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'elle est super gentille, elle est très agréable, elle est très compréhensive, elle a sa place vraiment, elle ne cherche pas à empiéter sur mon rôle de maman, elle est vraiment... Est-ce que vous avez quelle place aujourd'hui dans sa vie et lui dans la vôtre? Alors moi, j'ai ma place de maman vis-à-vis des garçons et je suis la mère des enfants de Benoît. Donc voilà, Audrey sait très bien qu'il ne faut pas toucher ni aux enfants ni à Benoît, parce que j'ai quand même un côté très maternel avec Benoît, très maternel aussi avec mes enfants, ce qui est normal. Et dès le départ, j'ai dit à Audrey, j'ai voulu mettre carte sur table et lui dire, voilà, mes enfants et Benoît, il ne faut pas leur faire mal parce que... Et ça a toujours été comme ça, dès le début de votre séparation? Vous avez directement embrayé sur ce type de relation sans qu'il y ait de conflit? Non, au début, ça a été très très dur. On ne s'est pas parlé pendant au moins 6 mois parce que c'était très 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 tendu entre nous. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses que je cautionnais pas et j'avais pas des nouvelles quand je voulais. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on jouait. Et après, j'ai dit stop, quoi. On met carte sur table, on parle vraiment. Voilà, faudrait qu'on fasse ça, faudrait qu'on s'entende. On peut pas continuer à... Les enfants, ils n'ont rien demandé, donc c'est surtout les enfants qui nous ont rapprochés petit à petit, quoi. Et après, on a commencé à parler et de fil en aiguille, on est devenus confidents. Ça, donc il vient vous raconter ses problèmes amoureux?
Oui, il me demande des conseils. Moi, je lui demande aussi pour moi si je rencontre quelqu'un. Est-ce qu'il accepte que vous ayez des histoires? Pas du tout. Non, je crois ça va venir, il faut un peu de temps. Voilà, il est jaloux. Il est d'une nature jalouse, de toute façon. Moi, je ne le suis pas du tout à la base, mais lui, c'est vrai qu'il est très jaloux et possessif. Et de surcroît, je suis la mère de ses enfants. Donc, ça fait un peu beaucoup, là. Mais ça va venir. Est-ce qu'il vous est arrivé déjà de mettre un terme à des relations que vous viviez à cause de sa jalousie? Oui. Ah bon? Oui. Une. Pourquoi? Je ne sais pas si c'était l'homme de ma vie, mais je m'entendais très très bien. Je les ai présentés. En gros, il critique tous les hommes que vous croisez. Voilà. En gros, ça va pas, ils sont pas gentils. Grâce à ses yeux. Puis vis-à-vis des garçons, ça passera pas. Donc en gros, que j'ai beau lui présenter l'homme de ma vie, l'homme idéal. Est-ce que vous croyez qu'il y en a un qui le satisfera? Je pense pas. Je pense pas. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'entend très très bien. Je suis heureuse, je suis libre entre guillemets. On a du mal à comprendre pourquoi vous êtes heureuse. Parce que j'ai plus ce poids de couple à me dire est-ce qu'il va me tromper, est-ce qu'il va pas me tromper, est-ce que je vais être toute seule. Enfin voilà, j'ai plus les questions que j'avais avant. Je sais que demain j'ai un problème. Je peux appeler Benoît, je sais qu'il est là pour moi. Lui, demain, il a un problème, il peut m'appeler, il sait très bien que je serai là aussi pour lui. Avec Audrey, je m'entends très très bien, on est très complices toutes les deux. Il n'y a aucun problème. Frédéric, vous comprenez pourquoi elle est heureuse? Je comprends qu'elle est heureuse parce que c'est quelqu'un de très maternel. Donc là, elle a sa petite famille, avec la nouvelle compagne de son ex qui est intégrée à la famille. Et ça nourrit vraiment votre côté maternel. Après, ma question, c'est qu'en est-il de la femme? Comment vous vivez dans la femme que vous êtes? Je vis bien dans mon rôle de femme parce que je suis épanouie avec mes enfants, épanouie dans mon travail. Et je me sens bien. Je me sens... si je peux dire, enfin moi-même. Je me suis retrouvée, en fait. Ouais. Alors qu'avant, j'étais dans une petite bulle, dans une cage dorée, en fait. Et là, maintenant, je suis vraiment en osmose avec moi-même et j'aime ma vie comme ça. Votre dernière relation amoureuse, elle remonte à quand? Amoureuse Pas sexuelle. Je sais pas, vous allez faire une différence. 2 ans, à peu près. Ah oui? Ouais. Ah oui? Ouais. Vous n'avez pas l'impression de vous oublier un petit peu dans tout ça? Non, je pense pas, parce que je me donne du temps pour pouvoir déjà me reconstruire moi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que j'accepte quand même, que j'ai pas entièrement digéré, entre guillemets. Redonner ma confiance à un homme, ça va être très très dur. Que mes enfants aient confiance en un nouvel homme, alors ça va être encore plus dur. Et le passage avec Benoît, ça va être encore plus dur. Mais je pense à moi quand même, mais c'est pas Vous n'allez pas quand même attendre d'avoir son approbation pour vous lancer dans une histoire, parce que vous l'aurez jamais. Hein. Ah, c'est sûr. Qu'est-ce que vous pensez, Frédéric? Tout à fait d'accord. D'accord. Ça, je suis d'accord. Je lui demanderai quand même un conseil, mais je préfère privilégier ma vie de maman encore et ma vie professionnelle, et après penser à ma vie de femme, même si au jour d'aujourd'hui, je suis très heureuse comme ça, et c'est par choix. Alors, qu'est-ce que vous faites comme métier? Au hasard, je dirais métier dans un domaine de santé. Oui. Voilà. Infirmière? Non. Je suis auxiliaire de vie auprès des personnes âgées. Voilà, je me doutais bien que vous vous occupiez des autres. Vous. Oui. Bon. Et ça me passionne, c'est vraiment... Et alors, si jamais il vous repropose de reprendre la vie de couple? Ah non. Parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un grand retour. Oui, oui, oui. Mais non, Audrey, ça ne fonctionne pas forcément avec Audrey, on ne sait jamais. Non, j'espère que ça va fonctionner parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Je vois qu'il est très heureux avec elle. Elle est heureuse avec lui. Les garçons, tout se passe bien. Et non, franchement, ça ne serait pas possible. On a essayé vraiment, mais je pense que non. Vous êtes d'accord, Frédéric? Oui. Bon. Alors, David, vous étiez venu sur notre plateau le 21 novembre 2007. Jean-Luc Delarue vous avez reçu sur un thème sensible. Comment trouver sa place avec un physique particulier? Qu'étiez-vous venu nous dire à l'époque?
J'étais venu dire à l'époque qu'on pouvait avoir un physique particulier. Dans mon cas, c'était l'androgynie qui m'avait posé un petit souci, mais qu'on pouvait quand même passer outre, qu'on pouvait vivre sans complexe, naturellement, et être parfaitement épanoui. Alors, parce que votre physique androgyne a donc été source de souffrance. Quand j'étais enfant et adolescent, oui, ça posait forcément des petits problèmes. En plus de ça, j'étais dans une école de campagne, j'étais, je crois, le seul enfant de couleur, plus un physique androgyne, plus gay, et bien sûr, donc j'accumulais quand même les soucis. Donc voilà, donc du coup, c'est vrai que l'adolescence a été un petit peu perturbée, compliquée avec ça. Gay, vous l'avez toujours su? Je pense que oui. Vous étiez dans quel état d'esprit au moment de votre passage dans notre émission? J'étais dans la phase de reconstruction, on va dire, parce que je sortais d'une séparation un petit peu compliquée, ça faisait 2 ans. J'en entamais une nouvelle, donc je commençais un peu à me guérir de tous ces problèmes, de tous ces complexes, et je me reconstruisais sentimentalement, professionnellement, mentalement. Donc j'étais en pleine... j'étais comme le phénix, en fait, je renaissais de mes cendres. En pleine phase d'acceptation. Voilà. Alors en 2007, au moment de votre venue sur notre plateau, vous commenciez donc à vous épanouir dans votre activité de transformiste. Est-ce que vous arriviez à en vivre? À l'époque, non. Parce que je revenais, en fait, j'avais eu une période où j'en avais fait, j'avais un peu arrêté à cause de ma relation un petit peu compliquée. Et là, je rechaussais les talons et je remettais les perruques. Donc on reprenait les routes de France et là, c'était un petit peu compliqué quand même. Alors à cette époque, vous veniez de rencontrer Dominique, l'homme qui partage encore votre vie aujourd'hui. Est-ce que lui aussi évoluait dans le domaine de la nuit? Ah non, alors lui, pas du tout. Hein. J'ai rencontré quelqu'un qui a un métier normal, on va dire. C'est quoi un métier normal? C'est-à-dire qu'il travaille dans un lycée, donc avec des horaires normaux, logiques, voilà, pas une vie dans les plumes, les paillettes et la fête permanente. Quel rôle a-t-il joué dans votre carrière? Il m'a permis de m'équilibrer, de me stabiliser, d'avoir un peu plus confiance en moi. Comment s'appelle le personnage que vous vous êtes créé sur scène? Alors, je me suis créé un personnage qui s'appelle Sugar Cane, en hommage à Marilyn Monroe dans le film Certains l'aiment chaud. Alors, donc, ce personnage de Sugar Cane que vous vous êtes créé est devenu votre double nécessaire, indispensable. Grâce à elle, vous avez appris à accepter et à vivre votre part androgyne. C'est sur scène que vous pouvez aujourd'hui donner libre cours à votre personnalité. Et c'est à quelques heures de votre représentation que notre équipe est venue partager avec vous les derniers préparatifs. Pour faire plus homme, j'ai tout essayé. David avait un physique androgyne, une différence longtemps vécue comme un fardeau. David, quand vous étiez enfant, déjà, l'ambiguïté était déjà présente? Elle était déjà présente, oui. Et je ne vivais pas très bien. Parce que ça, c'est la période adolescente aussi, où on a donc les boutons, les lunettes, l'appareil dentaire. Disons que tout d'un coup, ça faisait beaucoup. En plus de ça, j'avais déjà ma taille adulte. J'ai grandi très vite. Forcément, on me voyait comme le phare au milieu d'un port. Ah oui, le phare, d'accord. Voilà, on voyait comme moi. Voilà. Face à son problème d'identité, David avait alors multiplié les tentatives pour paraître plus masculin. À l'adolescence, vous avez décidé de vous laisser pousser la barbe? Oui, j'ai essayé la barbe pour faire plus homme, j'ai essayé la moustache, le petit cul de poule, tout, j'ai tout essayé. Mais sa particularité physique, David avait fini par en faire une force. Encore aujourd'hui, quand vous entrez dans un magasin, dans un café, il arrive qu'on vous dise « Bonjour madame ». Oui, très souvent. Ouais. Vous répondez quoi? Je réponds rien du tout parce que maintenant, bon, si c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ça me dérange plus du tout maintenant. Six ans se sont écoulés depuis l'émission qui a aidé David à avancer. L'émission m'a apporté beaucoup plus de confiance. Le fait de parler de ce problème d'androgynie publiquement m'a servi un petit peu d'exutoire. Je me suis beaucoup plus assumé qu'auparavant et je ne me suis plus occupé de qui que ce soit. David a également trouvé un nouvel équilibre dans sa vie avec Dominique, rencontré 2 ans avant son passage dans Toute une histoire. Cette émission a permis d'avoir une nouvelle confiance entre nous et donc de développer notre relation. Cet amour est
très important parce que c'est d'abord une relation de confiance. L'un et l'autre, on est extrêmement complices, on est presque fusionnels. Autre changement dans la vie de David, sa carrière de transformiste. Après l'émission, elle a pris un nouvel élan. Maintenant, je suis professionnel. Je travaille un petit peu partout en France et en Europe. J'ai eu une petite notoriété. Bon, c'est pas la star, mais c'est quand même très bien pour un transformiste. Et c'est à travers la scène et ses spectacles que David se sent désormais pleinement exister. Pour moi, la scène, c'est un exutoire, un échappatoire. C'est une thérapie. Ça me permet d'avoir tout l'amour du public. Et c'est ça aussi qui permet aussi de vivre et d'avoir vraiment cette passion jusqu'au bout. C'est cet amour du public. Je ne me vois absolument pas vivre sans la scène. Ça, c'est pas possible. Hervé, un de ses amis, et Dominique, son compagnon, ont été témoins de ces changements. Aujourd'hui, David, c'est un nouvel homme, très heureux, sûr de lui-même. Je suis fier de lui parce qu'il s'assume complètement. Il est épanoui, il est bien dans sa peau. Je trouve que c'est quelqu'un qui est souriant, qui est positif. Il prend les choses vraiment au second degré. Il n'est pas tout de suite impacté par ce qui peut lui arriver. Il a toujours un certain recul. Et Hervé et Dominique sont unanimes. Le lieu où David se révèle le plus heureux, c'est la scène. Quand David est sur scène, je le vois métamorphosé. Il est complètement différent que dans la vie normale. Il est épanoui, heureux. Même malade, il sera sur scène, de toute façon. La scène, pour David, c'est vital. On sent qu'il vit ses prestations. Et c'est vrai qu'il y a un dédoublement sur scène. C'est pas la personne que j'ai l'habitude de côtoyer au quotidien. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez bluffant à découvrir. Et j'ai découvert un autre David en le découvrant sur scène. Ouais. Nous sommes samedi et ce soir, David se produit sur scène. Comme à son habitude, c'est avec un soin tout particulier qu'il prépare chacune de ses tenues. Pour David et Dominique, pas question de perdre une minute. Tous les deux s'empressent de charger la voiture. C'est parti pour 1 heure de route, direction Augy-sous-Aubois, à quelques kilomètres de Bourges. Une fois arrivés, pour David et Dominique, la course continue. Il faut déballer les affaires et installer la loge, en passant par un petit repérage de la salle. Oui, donc la scène est bien. Hein, on aura du bon son, on aura tout. Voilà. Ce soir, David n'est pas seul sur scène. Il se produit aux côtés de Pascal et de Vivien, qu'il rencontre pour la première fois. Ah bah, ça fait plaisir. On s'est installé, j'ai fait mon petit coin, machin et tout. C'est bien étalé. Bon, bah alors c'est très bien, tu vas nous montrer ça? Je vais vous montrer ça, il n'y a pas de problème. C'est la 3e fois que je viens là, donc à force... Ouais, tu connais déjà un petit peu le... Voilà, les gens connaissent. Ça va, c'est un public cool hein? Oui, en général, ouais, ils sont assez participatifs. Tu fais le micro aussi, hein? Oui, moi je fais des micros aussi. Oui, il n'y a pas de souci. C'est dans une grande concentration que David, Pascal et Vivien entament la première phase de leur transformation, le maquillage. La préparation, oui, ça on peut dire que c'est un moment crucial parce qu'il faut quand même réussir une belle transformation si on veut être crédible sur scène. C'est un moment que j'aime bien, la préparation, c'est un moment que je trouve sympa. C'est le moment où on change de peau, où on devient quelqu'un d'autre. Peu à peu, David s'imprègne du personnage qu'il s'est créé pour la scène, Sugarcane. Le personnage de Sugarcane n'est pas vraiment indispensable, mais ça fait partie de moi. Donc c'est vrai que j'ai besoin de le créer, de le faire sortir de temps en temps. Maquillage fini, maintenant on passe à l'autre étape, on s'habille, on continue la transformation. Voilà, à nous les tenues, les talons et la perruque. Alors que le public s'impatiente, David se dévoile enfin, suivi de Pascal et de Vivien, devenus respectivement Crystal et Jessie Paris. Oh. Allez, showtime. Devant son public, David est plus à l'aise que jamais.
Il enchaîne les personnages à un rythme effréné. Et parmi les stars qu'il aime incarner, la chanteuse américaine Whitney Houston. C'est un pari réussi pour David. Il a su conquérir le cœur du public et celui de son compagnon, Dominique. Quel impact votre venue dans toute une histoire a-t-il eu sur votre entourage? L'impact a été quand même, on va dire, un peu fort. Bon, mes grands-mères, elles ne me voyaient pas du tout androgyne, mais ça a permis de mettre le doigt sur certains peut-être problèmes que j'avais ou pas. Donc du coup, ça a été quand même dans l'ensemble assez positif parce que ça m'a redonné un peu de confiance, ça m'a remotivé, ça m'a reboosté tout ça. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis 7 ans? Beaucoup de choses. Le travail d'abord. La scène qui est de plus en plus présente, qui est vraiment ma vie, ma passion. L'amour qui est à peu près la même chose. C'est aussi indissociable, passionnel, fusionnel. Et puis j'ai plus de maturité, plus d'assurance. Vous vous êtes recentré, nous avez-vous dit. Vous vous êtes recentré sur quoi? Oui, disons que pour pouvoir aussi vivre pleinement sa vie, je me suis créé ma petite bulle, mon univers, tout rose, tout beau, tout Barbie, tout pailleté, pour un peu me protéger des agressions extérieures. Parce que j'ai senti une sorte de violence extérieure, pas forcément à mon encontre, mais une violence générale. Donc pour me protéger, j'ai créé une bulle, on va dire, très hermétique, où il n'y a que quelques intimes et que ma profession qui ont accès. C'est quoi? C'est une sorte de phobie? On va dire que je suis devenu un petit peu agoraphobe. Du coup, la foule, les mouvements de foule me font peur. Du coup, je m'auto-protège. Alors, avec la maturité qui est aujourd'hui la vôtre, comment vous envisagez chaque nouveau passage sur scène? Moi, j'envisage ça comme un exutoire, on va dire. Là, franchement, je revis, je renais. C'est marrant, c'est assez contradictoire d'être agoraphobe, comme vous dites, et en même temps de se produire sur scène. Oui, mais c'est que le public est acquis à ma cause. Je sais qu'ils ne me veulent pas de mal, ceux-là. Ouais. Et puis vous vous cachez peut-être derrière ce personnage? C'est aussi pratique, voilà, c'est un masque. C'est un peu un double, donc ce n'est plus David, c'est quelqu'un d'autre. Donc on se libère, on n'est plus libéré. Combien vous passez de temps au maquillage? Environ entre 1h30 et 2 heures. Ah ouais, c'est énorme. Oui, c'est très long. C'est important ce sas ça fait partie de la transformation, j'imagine. Pour moi, oui. De changer de peau, de personnage. Voilà, moi j'ai vraiment besoin de temps pour passer de David à Sugar, on va dire. C'est pour ça que je demande souvent à être des fois un peu seul ou être un peu tranquille, ou du moins qu'il n'y ait pas trop de bruit, pour pouvoir changer de peau tranquillement. Comment vous avez réussi à fidéliser votre public? Alors, de plein de manières. D'abord, j'ai cultivé ce côté The Girl Next Door auprès des gens. Donc après les spectacles, beaucoup se demandent des photos. J'ai l'impression d'être un peu comme le Père Noël. Donc des fois, on peut passer 1 heure à 1h30 à faire des photos avec les gens. Ils sont tellement contents. Et puis après, grâce aux réseaux sociaux, qui m'ont permis aussi de développer et de me faire connaître de manière beaucoup plus importante. Alors vous parlez de qui sur les réseaux sociaux? De David ou de Sugar? Alors il y en a 2 types. Il y en a un qui est réservé exclusivement à Sugar. C'est là où il y a beaucoup plus de monde, forcément, avec une page fan qui est quand même assez suivie. Donc je suis assez content. Et puis il y a la page David, mais elle qui est plutôt privée, où il y a nettement moins de monde. Est-ce que vous arrivez à vivre de vos spectacles aujourd'hui? J'en vis correctement, on va dire. Bon, cependant, si on veut vraiment en vivre et vraiment vivre dans des villas merveilleuses, etc., il faut avoir le niveau, dans ce cas-là, d'une Mylène Farmer ou d'un Johnny. Bon, je fais surtout des spectacles en province. Vous voulez dire de Mylène Farmer dans des cabarets de transformistes ou la vraie? Non, voilà, comme la vraie. Voilà, il faut vraiment avoir une notoriété de star. Il y a quand même des gens qui sont entre les deux et qui vivent pas mal quand même. Voilà, mais moi j'en vis juste comme il faut. Bon. Au-delà de l'artiste, quel homme êtes-vous devenu? Maintenant, je suis devenu un homme beaucoup plus mature, beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus affirmé.
avec peut-être plus de caractère et un petit peu trop de gueule, comme on dit. Bien dans vos baskets ou dans vos chaussures à talons? Je suis plus à l'aise dans mes chaussures à talons que dans mes baskets, mais dans l'ensemble, je suis bien. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Des projets, il y en a beaucoup, oui. La création d'un nouveau spectacle, on va dire, beaucoup plus travaillé, comme une sorte de petit one-man show, enfin de petit woman show plutôt. C'est compliqué, alors là, on dit quoi alors? One woman show, je ne sais plus à force. One woman avec un trait d'union entre les deux peut-être? Voilà, basé plus, on va dire, sur les actrices des années 40-50 pour les faire un peu redécouvrir. Et puis le projet de faire des chansons. Donc j'ai un ami qui est auteur, compositeur, interprète, qui m'a écrit et composé une chanson. Donc on va essayer de la faire un petit peu en studio, de faire un petit clip pour voir si ça buzz, si ça marche ou pas. Et après, peut-être, si ça marche, développer un peu plus l'affaire. Quel genre de chanson? Là, on est plus dans les trucs très simples parce que malheureusement, j'ai plus la voix on va dire, de Jane Birkin ou de Carla Bruni. Donc, on ne va pas aller dans les choses voilà, choses très douces, très jazzy, un petit peu lounge. Et votre vie personnelle? Parfaitement épanouie. Vous n'avez pas envie d'aller plus loin dans votre transformation et de devenir une femme à part entière? Alors là, non, pas du tout. Là, il y a bien deux personnes différentes. Il y a David, l'homme, et il y a Sugar, la femme. Donc après le spectacle, on se démaquille, on redevient David, et on se sauve et on va vite dormir. Voilà. Ou autre. Ou autre. Éventuellement vers les autres. Mais bon, on est plutôt fatigué, donc l'autre, on verra plutôt au réveil. D'accord. Il y a un voyage qui est prévu, paraît-il? Oui, donc dans les autres projets aussi est prévu donc d'aller en Martinique au mois de décembre pour retrouver mon grand-père que je ne connais pas, qui ne me connaît pas. Donc on va essayer de se connaître et de s'apprivoiser, de faire connaissance. Vous lui présenterez Sugar? Alors on va peut-être y aller par étapes, parce qu'il a 87 ans, c'est un ancien colonel. On va y aller doucement. Oui. Peut-être c'est pas la peine d'aller jusque-là, peut-être. Voilà. Bon. Pourquoi vous avez accepté de venir nous donner de vos nouvelles aujourd'hui? On va dire plutôt pour donner une sorte de message d'espoir. On peut avoir un physique un peu différent, on peut être un peu androgyne, et malgré tout, vivre ses rêves, ne pas s'occuper des autres et aller au-delà de ses passions. Très bien. Eh bien, on va garder ce message. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. À commencer par vous, Sandra. Peut-être qu'on aura le plaisir de vous recevoir sur l'autre plateau à nouveau, sur un autre thème. J'espère. Concernant l'amour, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Merci à tous pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. Cherchez l'erreur. Ils n'ont pas vraiment le physique de monsieur et madame tout le monde. Je suis habillée en manga, donc être quelqu'un d'autre. J'en fais plein. De modification corporelle. Alors là, c'est un mélange de tout, de rien. C'est un peu mon style à moi. Moi, je suis passée par le pop-rock, par un peu de punk, avant d'aboutir à ce que je suis aujourd'hui. Je suis une garçonne des années 20. Mais pourquoi refuse-t-il de passer inaperçu? J'étais très maigre, très complexée. J'avais de l'acné, des lunettes, un appareil dentaire, enfin j'ai eu la totale. Et j'avais vraiment envie de m'assumer en tant que femme. Je n'arrive plus à supporter finalement mon visage trop blanc, trop pâle. Que cache cette apparence hors norme? C'est une manière aussi de sortir de votre timidité? Un petit peu. J'étais quelqu'un de très timide. Je voulais qu'on m'aperçoive pas, je me cachais au fond de la classe. C'est ce que je recherche, être moi-même tout simplement. C'est vraiment montrer ce qu'on a à l'intérieur en le faisant sortir, en le montrant à tout le monde, en l'assumant.